tous, installez-vous. Alors il nous reste une grosse demi-heure avant la pause déjeuner. On va effectivement parler des applications et des interfaces mobiles. Mais avant ça, on va rapidement se présenter et dire si on est les uns et les autres mobile first. Pour AXA, Stéphane Delbecq, donc vous êtes Director of Digital Expertise chez AXA Group. Aujourd'hui, ça pèse quoi le mobile chez vous en quelques mots ? On attaque fort. Bonjour tout le monde. Donc ça pèse beaucoup de gens, beaucoup de développeurs, de product owners, de UX designers. Ça pèse 187 applications dans le monde, donc un petit peu trop. Et de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent justement ces applications. C'est amusant de dire un petit peu trop. Il y a une volonté de rationaliser. Quand je suis arrivé, c'était plus que ça. Donc on essaie de réduire, effectivement, de rationaliser, de faire en sorte d'étudier les applications qui ne sont plus utilisées, de les décommissionner lorsque c'est nécessaire, et puis surtout de créer de la valeur dans les nouvelles applications que l'on crée pour qu'elles aient de l'usage. Et puis on rappelle que AXA, évidemment, c'est le champion français de l'assurance. Oui, visiblement. Mondial. C'est la première marque d'assurance au monde pour la 8e fois, selon le classement Interbrand. On est assez fiers, et le digital, et notamment le mobile, participe beaucoup de ce ranking. À votre gauche, François Le Tanner, bonjour, CEO et founder de AppSmile. AppSmile, en quelques mots, en quelques chiffres. Moi, je ne suis pas une vieille boîte, une grosse boîte, un gros dinosaure comme toi, mais nous, on est une petite start-up. On a 3 ans. Notre métier, pour faire très simple, c'est de faire réutiliser les applications mobiles, de faire revenir les clients sur les applications mobiles. On est à Bordeaux, on a une quinzaine de clients. On est content de bosser avec des grosses boîtes comme Célio, Leclerc. On bosse ici avec Closer, enfin on a pas mal de gens, on vient de signer avec Citroën. Mais toujours dans cette idée de dire, on a un canal formidable qui est l'application mobile, faisons revenir vos clients et fidélisons, gamifions ces applications-là. C'est pas tout de l'avoir, encore faut-il que les gens s'en servent, quoi. Très bien. À votre gauche, Emmanuel Alix, vous êtes directeur du pôle numérique de l'équipe. Alors évidemment, tout le monde connaît l'équipe, mais rappelez-nous quand même peut-être en quelques chiffres aujourd'hui ce que pèse le mobile au sein de votre groupe. Donc aujourd'hui, le mobile à l'équipe, c'est le premier média numérique. On a 8 millions de visiteurs uniques mensuels, autour de 2 quotidiennement. C'est 1 milliard de pages vues chaque mois. Et donc c'est aujourd'hui le support numéro 1 numérique de l'équipe, à la fois pour le journal, à la fois pour la télé, et à la fois pour toute l'offre numérique qu'on peut proposer. Donc voilà, c'est vraiment le hub de la marque aujourd'hui, c'est le support mobile. Merci. À votre gauche, Benoît Bouffard, bonjour. Vous êtes directeur produit, expérience client et innovation de Voyage SNCF. Voyage SNCF, aussi un grand nom, un champion du tourisme en ligne. Oui, tout à fait. Donc voyagesncf.com, c'est 4,2 milliards de volume d'affaires et depuis quelques années, on est leader en volume d'affaires en France sur les transactions. Et le mobile chez nous, puisque tu n'as pas posé la question, c'est un sujet hyper structurant. C'est 60% à peu près de notre audience, entre 60 et 70%. Il y a une forme de saisonnalité. On peut monter à 70 l'été, puis on redescend en fonction des périodes. Et c'est hyper structurant dans notre business. Et puis au-delà du business, parce que j'entends beaucoup parler du mobile au travers du sujet des visiteurs uniques, au travers du sujet finalement du nombre de transactions, du volume d'affaires, etc. Nous, le mobile aussi, c'est juste un sujet de satisfaction client. Puisque nos clients, en fait, ils utilisent le mobile bien sûr pour acheter, mais aussi, je pense, comme chacun d'entre vous, vous utilisez votre mobile et notamment votre application pour aller consulter vos billets, vos commandes, votre trajet. Et donc, c'est aussi un outil d'assurance et de réassurance qui est hyper clé pour nos clients, donc il ne faudra pas l'oublier. Et on va y revenir. Stéphane, on parlait avec les chiffres de bascule dans le mobile first. Aujourd'hui, ça va devenir effectivement une réalité en termes d'usage. J'imagine que dans les pays émergents où AXA peut opérer, c'est une réalité déjà depuis quelques années. La question, c'est quel mobile first peut-on être désormais ? Que pèse par exemple le web par rapport aux applications ? Et au sein des applications, est-ce que Android a définitivement pris le pouvoir ? Beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, très clairement, ne serait-ce que sur les efforts que l'on pousse par rapport aux projets et aux produits que l'on développe, on a assisté à un véritable shift entre le web et le mobile. Il y a 3 ans, 90% de l'équipe Digital Group d'AXA travaillait sur le web. Aujourd'hui, c'est 95% de cette même équipe qui travaille sur le mobile. Et le web ne représente finalement que, oui, vous l'avez deviné, 5%. Après, pour ce qui concerne... On parle du web ou du desktop ? On parle du web. Donc, et je parle bien des gens qui travaillent sur ces projets.
Donc il y a eu un véritable shift sur les ressources qui sont disponibles. On a été chercher évidemment des capacités, des expertises différentes. Après, oui, sur les pays émergents, effectivement, on voit, et notamment en faisant des partenariats dans certains pays, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, on essaie de mettre en place des prototypes pour l'instant. On fait des POC d'assurance, de micro-assurance. On essaie de voir si on ne peut pas travailler avec des opérateurs telco pour faire des choses très très simples avec eux. Et donc, il y a même des démarches qui sont réalisées pour essayer de construire des produits qui sont, et quand je dis produits, je parle de produits d'assurance qui sont basés sur une consommation de ces produits directement sur le terminal. Donc, le fait que autant de personnes aient téléchargé des applications, c'est quelque chose d'intéressant, mais surtout, le fait qu'on ait le smartphone dans la poche permet de les adresser de façon différente. Donc, ça va être via une application, via un SMS, via un push notif, etc. Donc, vraie bascule. Et sur l'équilibre entre iOS et Android, par exemple, vous avez des chiffres à partager ? Oui, alors on en avait parlé lorsqu'on préparait ça, mais en gros, il y a une vraie différence entre les pays émergents et les pays matures, qui est à peu près représentative de l'existence sur la répartition iOS-Android. Donc AXA, c'est quand même très très fort sur les pays matures. Et donc là, on a une surreprésentation d'iOS, légère surreprésentation d'iOS. Et sur les pays émergents, mais c'est une écrasante majorité d'Android. Et on voit que ça continue, ça évolue de plus en plus dans ce sens-là. François, même question. Quel mobile first êtes-vous ? Déjà, moi, je me rends compte que je suis super bien placé. Là. Je suis en train de faire mon marché. J'ai plein de trucs à faire chez toi. C'est pas gagné encore. Hein. Non, je suis quand même super bien placé. Je suis arrivé dans cette table-là, c'est très bien. Moi, quel mobile first ? J'ai fait beaucoup d'applications mobiles pendant pas mal de temps. Je me suis positionné sur le mobile et notre boîte travaille là-dessus. On est convaincu que il y a une vraie valeur aux apps, aux applications mobiles, notamment pour tout ce qui est relation client, marketing client. Je pense que surtout le one-shot, pour aller au théâtre, ça n'a pas de sens de télécharger une application d'un théâtre. Ça n'a vraiment pas de sens par rapport à ça. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on puisse animer le marketing client au travers du mobile. C'est pour ça que moi, je suis mobile first, oui, bien sûr. Oui, alors évidemment, c'est l'ADN de votre entreprise. Et sur l'équilibre, peut-être entre les différents écosystèmes, Android aussi est en train de prendre le pouvoir ou pas ? Je crois pas. Je crois que iOS draine beaucoup plus de gens qui sont dans la relation commerciale, on le voyait tout à l'heure, on voyait qu'en effet, il y a probablement plus de rétention sur iOS que sur Android. Je pense qu'Android, c'est beaucoup plus zapper et sur l'écume des vagues. J'affirme ça de manière un peu forte, mais je pense que sur iOS, on arrive à vraiment tenir des relations avec des gens qui sont plus impliqués, avec peut-être plus de pouvoir d'achat aussi. Emmanuel, donc l'équipe a une énorme audience aujourd'hui digitale. La majorité de l'audience est désormais mobile. Où se situent les mobinautes ? Est-ce qu'ils sont encore majoritairement sur le web ? Est-ce qu'ils ont basculé sur les applications ? Et dans quel environnement ? Alors sur l'audience, sur le nombre de personnes qu'on touche chaque mois, c'est encore un peu équilibré entre le mobile et le desktop. Mais sur l'usage, 70% de l'usage, donc des pages vues ou des visites, ça se fait sur support mobile. Et après, pour répondre à la question... Vous êtes bien au-delà des chiffres de 52% qu'on a eu au niveau mondial. C'est plus des 2/3 aujourd'hui qui se fait sur les terminaux mobiles. Tout à fait. Avec après une répartition, un usage qui est très fort sur iOS et Android, et qui est beaucoup plus fort même sur iOS versus Android. On a plus d'applications téléchargées sur Android que sur iOS aujourd'hui. On a autour de 4,8 millions sur Android, un peu plus de 4 millions sur iOS, mais il y a un usage qui est beaucoup plus fort sur iOS, où en moyenne, il y a plus de 50% d'utilisateurs chaque jour qui viennent plus de 5 fois par jour sur notre application. Et c'est moins le cas sur Android. Et sur l'équilibre entre navigateur et application, les applications sont aussi en train de prendre le pouvoir ? Alors, sur le mobile, les applications prennent le pouvoir très largement. Ça progresse quand même beaucoup moins vite qu'avant. Cette année, on va faire plus 10% en usage sur les applications, alors qu'on fait plus 30% sur le site mobile. Donc voilà, la progression est très forte sur le site mobile. Ça continue à progresser sur les applications, mais ça commence à se stabiliser. Et voilà, et nous, la priorité, elle est quand même plutôt sur l'univers applicatif. Pour la publicité, aujourd'hui, les annonceurs préfèrent être dans un univers applicatif. Et toute la partie in-app, donc toute la vente de nos contenus, de notre journal, etc., se fait très facilement dans le domaine applicatif, en tout cas plus facilement. Ça peut paraître contradictoire, la plus forte croissance serait sur les sites mobiles, mais votre priorité, c'est les applications. La plus forte croissance, mais aujourd'hui, on touche quand même beaucoup plus de monde sur les applications que sur le site. Je dis que voilà, je pense que là, on commence à atteindre un niveau de taux de pénétration
de l'équipe sur les smartphones qui est assez élevé. Là, on arrive à faire de la croissance plus importante. C'est à travers le SEO mobile, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers toutes les plateformes qui nous ramènent du monde. Et ben, ça se fait plutôt sur site mobile que sur application. Tous les mecs ont l'équipe dans leur poche. Il n'y a pas un mec qui n'a pas l'équipe en application. Pas tous encore, donc si on peut faire en sorte. C'est incroyable. Benoît, mobile first, certes, mais quel mobile first? Où est votre audience aujourd'hui sur les différentes interfaces? Le sujet mobile first est toujours un sujet qui m'embête. Moi, je préfère qu'on réfléchisse au travers du client et finalement, est-ce qu'on peut pas être client first et après voir si c'est du mobile ou pas qui répond, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter après. Sur l'audience, je vous disais, en gros, c'est 60% de notre audience qui est mobile, et dans cette audience-là, nous, on est à 50-50 à peu près, entre du browsing mobile et des applications. Après, et quelles sont les tendances? Quel environnement progresse le plus vite? Un petit peu comme Emmanuel, en fait, nous on a 13 millions de téléchargements uniques de l'application voyagersncf.com. Donc je pense pas qu'on soit encore au taquet, il y a encore des gens à aller chercher, hein, mais bon, on a quand même touché déjà une première asymptote. Et du coup aujourd'hui, il y a une plus grande progression du browsing mobile en relatif que des applications mobiles. Donc voilà, donc le browsing mobile est clé. C'est aussi pour ça que nous, on avait jusqu'à il y a peu de temps, d'ailleurs, c'est peut-être une question intéressante à poser aussi aux autres, je veux dire. On avait un point mobile, on a décidé de le décommissionner le 14 septembre, et grâce aux travaux qu'on a pu faire sur le web. Donc, vous voulez dire une URL spécifique pour le mobile, hein, voyagersncf.mobi. Voilà, on avait la version, effectivement, une URL spécifique sur le mobile, et du coup avec des développements spécifiques avec un point mobile. Et on a fait un travail de longue haleine, hein, qui a été assez compliqué pendant 12-18 mois pour basculer notre site web full responsive. Et du coup, finalement, proposer cette nouvelle expérience à nos utilisateurs, et donc à 50% de nos utilisateurs mobiles, puisque 50% d'entre eux sont en browsing. Et c'est ce passage au responsive qui permet au web de rattraper son retard sur les applis? Un peu, je pense que ça va jouer pas mal, et en plus, si on se dit les choses, moi en tant que patron du produit, mon objectif c'est aussi de faire des développements rationnels, au sens des développements produits, et donc quand on avait jusqu'à présent plusieurs versions d'applications mobiles en natif, plus un point mobile, plus le site web, l'enjeu il est bien finalement de pouvoir faire bénéficier au browsing mobile et aux acteurs en mobilité des développements qui peuvent être faits sur le web, notamment, et puis la réciproque étant vraie aussi. C'est-à-dire de faire bénéficier du web les développements qu'on va faire pour du browsing mobile aussi. Donc en tout cas, tous ces écosystèmes ont vocation à cohabiter. Il n'y en a pas un qui va remplacer un autre? On va voir. Non, je pense qu'aujourd'hui, ça va continuer à cohabiter. Peut-être que ça va encore se fractionner avec les nouvelles interfaces dont on parlera juste après. Un point aussi par rapport à mes camarades, nous on est aussi iOS centrique, au sens où iOS reste encore dans notre parc et en termes d'utilisation devant Android, malgré les chiffres qu'on donne en termes de part de marché d'OS. C'est vrai que ça reste assez significativement devant, même si Android rattrape... Qui sont des parts de marché de vente, mais effectivement pas forcément d'usage ou de... Même en nombre de téléchargements, c'est Manuel qui, je crois, il parlait en nombre de téléchargements. Même en nombre de téléchargements, aujourd'hui, sur les 13 millions, on a encore plus d'iOS que d'Android dans le parc, même si la croissance d'Android sur les applications a tendance à être plus rapide maintenant que celle d'iOS. Stéphane Delbecq, est-ce qu'on doit anticiper une spécialisation des interfaces mobiles, peut-être le web mobile plus dans une logique d'acquisition et les applications plus dans une logique de fidélisation? Waouh. Déjà, est-ce qu'il faut se poser la question en ces termes-là? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut partir de l'outil que l'on va proposer, enfin, du canal que l'on va proposer, ou en réalité du besoin qu'on va essayer de résoudre? Et pour ce qui nous concerne, compte tenu de ce que l'on veut créer comme type de relation avec les utilisateurs, qu'ils soient d'ailleurs des clients AXA ou qu'ils ne soient pas des clients AXA, la question et je vais un peu rejoindre Benoît sur ce qu'il disait tout à l'heure, la question de est-ce que c'est du mobile web, une web app, du responsive ou une application native, cette question est secondaire. Si la personne doit être en mobilité, est-ce qu'elle a besoin d'être en mode déconnecté? Oui, non. Ok, du coup, ça nous permet de déterminer déjà une solution technique. Est-ce qu'elle a besoin d'accéder à des fonctionnalités de GPS? Oui, non, etc. Et du coup, j'ai un peu de mal à répondre à cette question
parce que je dirais il faut savoir quel est le besoin qu'on cherche à nourrir. François, vous aviez commencé justement à évoquer cette logique de spécialisation des interfaces. L'appli, par exemple, c'est surtout un outil de fidélisation client. Moi, ce que je crois, c'est que le média lui-même, enfin le device lui-même, le mobile, est un outil formidable. Et évidemment, en fonction de l'usage que l'on propose, il y a je parlais de marketing client tout à l'heure, si on veut rester en relation, en contact, si on veut faciliter le parcours, l'application, il n'y a pas mieux. Enfin, ça ne sert à rien de se reconnecter, même si maintenant on peut le faire sur le marketing mobile, mais l'application, c'est ce qu'il y a de plus fluide. Ce que je trouve intéressant, moi, là-dedans, indépendamment de est-ce que je fais une web app, une application, c'est que ce mobile-là permet à une entreprise de rester en contact à distance, quand les gens sont chez eux, quand ils sont en chemin, quand ils sont en point de vente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est vraiment comment on fait ces points de contact-là, comment l'entreprise reste en relation avec ses clients, quel que soit le support. C'est vrai que l'application mobile ira toujours plus vite. L'application mobile, en embarquant tous les couches basses du téléphone, et je scanne, et j'ai un calendrier, et j'ai évidemment de la géolocalisation, et j'ai de la connexion rapide, évidemment, l'application mobile paraît beaucoup plus smart pour ça, quoi. Une fois de plus, pour du one-shot, faites surtout pas d'application mobile. Si on doit la lancer une fois par mois, une fois par an, surtout faites pas d'application mobile. Mais voilà. Emmanuel, à l'équipe, on peut anticiper cette logique de spécialisation des interfaces, plutôt le web pour l'acquisition et plutôt l'appli pour la feed? Oui, c'est le cas, mais je pense que quand même les technos vont nous faire avancer là-dessus. Tout ce qui est progressive web app et ce que peut apporter Google AMP ou d'autres technos là-dessus, sur la performance, qu'aujourd'hui, évidemment, c'est plus fluide, c'est plus rapide une application. Je pense que très vite, il y a déjà des projets qui existent, où on le voit, l'expérience est quasiment la même, l'interface est aussi bien, voire même mieux et plus facilement accessible. Donc je pense que tout ça va un peu se mélanger. Donc dans quelques années, finalement, la frontière entre les deux va devenir... Je pense que l'expérience sera bientôt aussi bonne en web mobile qu'en app. Alors après, il nous manquera peut-être quelques données, quelques data qu'il faudra qu'on travaille, voir comment on peut les récupérer. Mais je pense qu'en tout cas, on y va. Et en tout cas, nous, typiquement, c'est un vrai projet en 2017. C'est comment notre site mobile, qui aujourd'hui, qui était plus une visite d'opportunité, où les gens venaient mais consomment beaucoup moins de pages à chaque fois qu'ils rendent une visite sur le site mobile. C'est 2 à 3 fois moins que sur une application. Donc évidemment, c'est beaucoup moins fidèle. C'est des gens qui sont passés par Facebook ou par Google. C'est comment on les fait rester plus longtemps et ça devient plus un site de destination que ça l'est aujourd'hui. Donc je pense que tout ça et par la technologie, par la performance de l'affichage des pages, voilà. Benoît, même analyse. Finalement, cette opposition entre site web mobile et application, elle est transitoire et dans quelques années, ça sera la même interface? Sur un certain nombre de fonctionnalités, notamment, on va dire plutôt transactionnelles, oui. C'est vrai que les technos évoluent très vite, notamment bien sûr côté OS, mais aussi côté navigateur, qui nous permettent aujourd'hui de vraiment envisager une expérience qui soit aussi fluide que celle qu'on avait envisagée il y a quelques années quand on parlait d'HTML5 qui allait forcément manger toutes les applications mobiles, etc. Donc on commence à avancer sur le sujet. L'expérience est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Après, si je prends un exemple pour nous, déjà il y a un use case qui existe qui est le client non fréquent. Le client qui achète une fois par an, forcément il va probablement utiliser plutôt que l'application mobile le browsing. Et deuxièmement, il y a quand même des fonctionnalités aujourd'hui chez nous qui sont hyper importantes, qui sont par exemple la consultation de commandes, ce que nous on appelle mes billets. Dans nos applications natives, c'est la moitié de nos visites qui sont issues de cette rubrique-là. Et cette rubrique, elle permet quoi? Elle permet à un client de retrouver son e-billet, son code barre 2D, son placement, son info-key, etc. Et ça, avant qu'on le propose de manière aussi interactive, aussi fluide et aussi localisée à nos clients, on a encore un petit peu de temps pour le coup sur cette partie-là de nos fonctionnalités. On parlait aussi tout à l'heure de la plateformisation des messageries instantanées. On a beaucoup parlé en début d'année des chatbots sur Facebook. J'imagine aussi chez AXA que vous regardez ce qui se passe en Asie avec WeChat. Est-ce que c'est aussi une plateforme à investir pour votre société? Déjà, nous avons décidé de lancer en Chine, justement sur cette plateforme WeChat, la possibilité de passer des commandes et de finalement devenir client. C'est un test qui est un test très positif, qui fonctionne très bien et que l'on souhaite répliquer sur d'autres plateformes.
Ensuite, on a commencé, justement au sein de l'équipe digitale du groupe, on a commencé à travailler sur des POC pour déterminer ce que l'on peut faire de chatbots. Donc on en a 5 qui sont en cours actuellement, en France, en Suisse, en Espagne, etc., sur des thématiques différentes, qui utilisent notamment Facebook Messenger. Il y a une initiative qui a été réalisée aussi chez AXA France pour essayer de voir comment on pouvait simplifier la relation client avec le chatbot. Donc on a clairement identifié, comme tout le monde, il y a le buzzword chatbot est ressorti effectivement au début d'année. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on mette des ressources, qu'on mette des capacités. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui sont spécialistes d'intelligence artificielle dans notre laboratoire à Lausanne et avec lesquelles on peut avoir des expérimentations très très intéressantes. Donc oui, comme ça on a 5-6 projets en mode POC pour l'instant qui nous permettent d'apprendre. On sait aussi qu'il faut se méfier d'une technologie en se disant il y a quelque chose qui est super, il faut qu'on en fasse un service. On a bien vu, pour ceux qui sont anciens, ce que donnait le WAP. Ça vous rappelle certainement certaines choses. Donc l'idée, c'est plutôt de partir de l'usage, de tester ces usages via ces nouveaux canaux, Facebook Messenger, Line, WeChat, etc., et déterminer s'il y a une vraie amélioration de l'expérience utilisateur, en plus de potentiellement un retour sur investissement. Pour l'instant, les investissements sont faibles, les retours sont indéterminés, mais on continue les expérimentations. Très bien, mais on voyait ce chiffre, peut-être François, on voyait ce chiffre de 5 à 6 applications réellement utilisées par les mobinautes sur leur smartphone. Est-ce que du coup, ça ne va pas déplacer les audiences, notamment dans les messageries, dans les méta-apps, qui peuvent aussi être le wallet, qui peuvent être la carte, qui vont capter moi je crois en effet que c'est en train de se transférer. Tout le monde ne peut pas télécharger une application. Enfin, les enfants n'ont pas de mémoire dans leur téléphone, puisqu'ils ont évidemment des téléphones moins puissants que les autres. Et donc les enfants désinstallent en permanence des applications. Les enfants, ça jusqu'aux ados, ou jusqu'aux jeunes adultes, pardon pour les enfants, mais j'ai un diplodocus dans cet univers-là, donc évidemment, j'appelle enfant tous les gens qui ont moins de 50 ans. Donc tous les enfants de moins de 50 ans sont obligés de désinstaller les applications pour qu'il y ait des histoires de mémoire. Il y a une deuxième chose, c'est que pas mal d'applications n'ont pas de sens, une fois de plus, ne sont pas utilisées quotidiennement, pas utilisées, ou en tout cas toutes les semaines, je ne sais pas comment on dit, hebdomadairement, ça se dit. Bon, enfin toutes les semaines en tout cas. Du coup, il est urgent d'aller chercher le trafic là où il est. Et le trafic réellement, pour tous les gens qui sont en train d'arriver, c'est Messenger, c'est WhatsApp, c'est ce genre de choses. Moi, si j'étais une marque, si j'étais vous, si j'étais les autres, je me précipiterais en effet pour être là-dedans. Et je pense qu'il faut travailler, là encore, le marketing client, il faut travailler la rétention client en disant « trouvez-moi à tel endroit, si vous me trouvez à tel endroit, j'ai un truc à vous raconter aussi ». Emmanuel, les groupes de presse se sont souvent battus pour retrouver leur liberté, pour parler directement à leurs consommateurs, notamment contre les NMPP, les grands groupes, les kiosquiers. Est-ce que dans le digital, on n'est pas un peu en train de reproduire les mêmes erreurs et de se lier à ces nouvelles plateformes ? Oui, mais il faut absolument qu'on aille là où est l'usage. On peut aller contre ça et se dire qu'on va le faire tout seul, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Nous, c'est exactement la démarche qu'on a eue en allant sur Discover, sur Snapchat, là, depuis mi-septembre. Voilà, Snapchat, aujourd'hui, c'est plus d'utilisateurs quotidiens en France que Twitter. C'est 70% qui ont moins de 24 ans. Donc pour une marque comme l'équipe, qui est une marque un peu ancienne, qui n'a pas que des jeunes consommateurs, c'est intéressant d'y aller. Et surtout, ça apporte une nouvelle expérience. Enfin, voilà, Snapchat est arrivé, propose Discover, donc je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Discover, on rappelle, parce qu'on n'a peut-être pas tous l'âge pour utiliser Snapchat, mais c'est le kiosque de presse propre à l'application Discover, qui est très populaire chez les c'est de faire du contenu dans un environnement premium sur Snapchat. On s'est lancé le 15 septembre avec 8 autres éditeurs en France, dont Le Monde, Combini, Paris Match et quelques autres. L'idée, c'est qu'on revient en plus sur des valeurs de marque propres à la presse, c'est-à-dire c'est une édition quotidienne qu'on publie chaque jour, nous, à 18h, avec un certain nombre de contenus, entre 10 et 15 contenus, sur ce format vertical. Le format, en tout cas, nous, notre métier de raconter des histoires, le format vertical est clé. On a toujours dit, il faut qu'on fasse comme de la télé, donc on met tout en 16/9, mais finalement, l'usage le plus simple, c'est le vertical. Donc typiquement, on y va, on expérimente, c'est une autre expérience, et on va toucher des gens qui n'étaient pas consommateurs de l'équipe. 80% des utilisateurs de Snapchat en France ne venaient pas sur un des supports numériques de l'équipe. Donc on va toucher une autre cible, plus féminine que la cible classique de l'équipe, plus jeune. Donc non, je pense que tous ces environnements-là, on doit les adresser. Après, sur les chatbots, sur les Messenger, les WhatsApp, nous, on n'a pas encore trouvé le use case un peu évident pour dire c'est hyper simple pour un fan de sport d'avoir une information à travers un chatbot
ou une application de messagerie, mais bon, Et compte tenu de vos audiences en France, est-ce que vous pourriez devenir une plateforme et éventuellement ouvrir votre audience à des services tiers? Ouais, alors après, je pense que nous, on vient pour l'équipe, la marque étant tellement forte, on vient pour lire des contenus et pour raconter des histoires. Je pense que les autres plateformes, elles sont par définition multiformes et multi-sources. Donc je pense que c'est plus à eux, mais bon, pourquoi pas. Après, on est prêt, on est ouvert. Mais tout ça est très nouveau. Je pense qu'il faut encore une fois, faut trouver les bons usages pour voir comment ça peut fonctionner. Très bien. Benoît également, votre regard sur ces nouvelles plateformes et ce marketing conversationnel? Dans les axes stratégiques de développement autour du mobile et notamment des applications, on a trois axes stratégiques. Le premier, c'est d'essayer, grâce au digital, de proposer une expérience de voyage augmentée. Et donc là, notamment, c'est pas directement lié au sujet, mais on va travailler sur la réalité virtuelle ou ce type de sujet qu'on va appréhender. On va en parler dans un instant. Ouais. Le deuxième sujet, c'est l'expérience de voyage personnalisée. Donc là, vous en avez parlé notamment juste avant. L'idée, c'est que plus j'utilise l'application, plus elle me ressemble. Et le dernier point, pour répondre à ta question, c'est une expérience de voyage plus simple, plus fluide. Et en fait, le conversationnel, ça sert à ça. Typiquement, nous, on a intégré depuis la fin de l'année dernière sur Android et puis le début de cette année sur iOS, la commande vocale dans notre application. Donc le conversationnel est déjà dans notre application. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, bien sûr, on va avoir pour enjeu d'utiliser ces canaux-là, à la fois pour leur simplicité, hein, on est sur du langage naturel, donc de la conversation, qu'elle soit vocale ou écrite, et aussi pour aller chercher des nouveaux bassins d'audience. Donc ce qu'on a fait, et on a été parmi les premiers, en tout cas le premier en France, on propose par exemple à nos clients de recevoir leur confirmation de voyage sur Facebook Messenger. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, notamment des jeunes utilisateurs, qui nous disent « je ne lis plus le mail de confirmation de voyage, je préfère l'avoir sur des canaux sur lesquels je suis au quotidien ». Donc ça, c'est une première réponse qu'on a apportée. Et puis en fin septembre, on a lancé effectivement notre bot sur Messenger. On a passé aujourd'hui les 4000 utilisateurs. 4000, donc c'est quand même relativement modeste. C'est très modeste par rapport aux 4 millions d'utilisateurs mensuels qu'on peut avoir sur par exemple l'application. Après, c'est un début, il faut tester, il faut voir finalement quels sont les... Mais pour vous, c'est pas juste un buzz médiatique, il va y avoir une tendance lourde sur ces messageries En fait, j'ai envie de dire que peu importe, parce que ça nous oblige, nous, à être plus exigeants en termes d'expérience client, ça nous oblige à travailler des briques technologiques qu'on n'avait pas l'habitude de travailler. Donc, par exemple, nous, on a développé, il y a toute une équipe chez moi qui travaille sur ce qu'on appelle le NLP, hein, le langage naturel. Et du coup, cette équipe-là, elle va pouvoir servir d'autres sujets derrière, que ce soit pour Facebook Messenger, pour développer de la recherche naturelle, par exemple, sur notre site et sortir d'une approche formulaire, par exemple, sur notre application mobile. Ça va alimenter la voice command, ça va alimenter plein de choses. Donc, ces nouveaux médias-là, c'est très exigeant pour nous et ça nous oblige à aller découvrir de nouveaux territoires d'expression, de nouveaux cas d'usage et de nouvelles technos. Donc, je pense qu'il faut y aller à fond. Peu importe finalement ce qu'on en sortira en termes de business pur et dur à court terme, c'est assez imprévisible. Alors justement, peut-être un dernier tour très rapidement sur ces nouvelles interfaces. On parle beaucoup de photos, vidéos, hein. On parlait de Snapchat qui a contribué à le démocratiser. On parle maintenant aussi de plus en plus de réalité virtuelle. On voit même les GAFA qui investissent beaucoup sur la voix, comme si le téléphone était l'avenir du smartphone. C'est quoi votre vision chez AXA justement des interfaces de demain ou d'après-demain? Ouais. En fait, si on reparle de la voix, on se dit qu'il y a un succès fantastique outre-Atlantique avec Amazon, avec Echo Alexa, et que évidemment, lorsqu'on adresse des populations qui restent chez elles, qui sont assurées chez elles, et notamment des populations un peu plus âgées, l'interaction à la voix avec une machine, en tout cas avec une boîte comme de type Echo, fait du sens. Donc oui, on pourrait aussi mentionner Apple Siri ou l'assistant de Google. Mais c'est la raison pour laquelle je parle de celle-ci en particulier, c'est parce qu'on est en train de mener une expérimentation là-dessus, précisément là-dessus, avec un usage qui est lié autour de la personne âgée à domicile qui veut être mise en relation ou pouvoir communiquer, contacter ou alerter en cas de problème. Donc c'est extrêmement important. Oui, la voix peut avoir un impact, mais pas forcément en situation de mobilité pour nous, en tout cas. Et ça veut dire que chaque génération aura son interface. Les jeunes vont peut-être préférer du conversationnel et les personnes âgées du vocal. C'est possible, et de fait, c'est un peu déjà le cas. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que les personnes un peu plus âgées soient massivement présentes sur Snapchat. C'est plutôt le contraire. Et après, sur la voix, bon, ça reste encore à valider dans notre sens, bien sûr. Mais oui, j'ai tendance à penser comme ça.
François, également, quelle est votre vision sur les interfaces de demain ou d'après-demain ? Moi, je sais pas trop. Enfin, je sais qu'on sait pas trop déjà. Je sais ça. Je sais que il faut faire la part entre le concours Lépine. Enfin, il y a parfois des innovations qui sont absolument incroyables. Il y a aux États-Unis des gens qui sont en train de travailler sur une interaction directe entre le cerveau et le mobile. Bon, ça marchera peut-être. Il y a sûrement des usages sur lesquels c'est super intéressant, notamment pour toutes les personnes à mobilité réduite. C'est intéressant. Moi, je pense que la voix encore de bonjour devant elle. Je pense que le doigt aussi. Enfin, le doigt marche bien. C'est pour ça qu'on appelle ça digital. Parce que c'est un doigt. C'est pas numérique. C'est pas pareil. C'est digital parce que c'est un doigt. Je pense que le doigt est quand même extrêmement pratique. On arrive à faire pas mal de choses. Je me méfie toujours, des nouvelles annonces, des nouvelles techno, etc. Il faut trouver des usages tout à fait particuliers, très précis, qui simplifient le parcours, quoi. Si tu m'évites de cliquer 30 fois, si tu m'évites de de devoir ressortir mon smartphone, de devoir rescanner ou qu'est-ce, ça me rend service. Et en fait, je pense que le chemin, alors c'est vrai dans le transport, enfin moi je suis très client évidemment de Voyage SNCF, je suis pas le seul, et je lis l'équipe tout en étant assuré chez AXA, avec ça. J'ai caressé tout le monde en sens du On n'y croit pas une seconde. Merde, je suis Hogan. Je réside. En tout cas, il faudra multiplier ces interfaces. Il faut multiplier ces interfaces, surtout il faut simplifier le parcours. Le seul truc qui est intéressant, c'est de dire comment ces outils-là et comment ces interfaces-là simplifient le parcours, quoi. Si on peut éviter de devoir télécharger de machin, ceci, on est content. Voilà. Allons-y, quoi. Et Emmanuel, c'est quoi votre vision justement des interfaces de demain ou d'après-demain ? En plus, votre groupe est aussi présent dans la vidéo. J'imagine que ça fait partie des axes stratégiques. Oui, ce qui est formidable, c'est qu'on a un champ d'expérimentation qui est très grand. On évoquait la VR tout à l'heure, ces formats verticales, le mobile, la vidéo, le son, qui est en fait un média qu'on utilise assez peu en numérique. La radio l'a un peu fait. Et nous, on veut faire pas mal d'expérimentations en 2017 au sujet du son et toute la partie audio, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc, je veux faire plus de ça. Vous parlez de la VR, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en début d'année, notamment au Mobile World Congress, avec les démonstrations de Facebook et de Samsung. Pour vous, c'est une tendance lourde ou c'est encore de la science-fiction ? Non, c'est une tendance lourde, et notamment dans le sport, où il y a vraiment des choses vraiment formidables à faire découvrir aux gens, pour qu'ils aient l'impression de vivre le sport vraiment comme s'ils y étaient. La NBA a fait ça il y a un peu moins d'un an, où il y avait une caméra qui a été posée sur le banc des Spurs, donc une équipe de basket, celle de Tony Parker. Vous tourniez la tête, il y avait le coach à côté, et de l'autre côté, il y avait Tim Duncan, la star de l'équipe. Donc je pense que ça, c'est des trucs, en tout cas sur le sport, on va pouvoir vivre des choses vraiment formidables. Donc voilà, il y a plein de choses. Et après, sur les interfaces, vers encore plus de simplicité, encore plus direct. Le mobile, déjà, nous a amené à être beaucoup plus simple, même sur les écrans plus grands. Donc je pense que tout ça va continuer dans ce sens-là. Benoît, un mot rapide sur les interfaces ? Non, mais je pense que ça a été dit, le sujet de la simplicité, il est clé. Donc nous, notre ambition, c'est aussi de sortir de l'approche formulaire comme la plupart des e-commerçants, avec un site où vous devez taper plein de choses. Donc là, la voix peut aider, mais aussi le langage naturel. Je pense qu'il y a un deuxième sujet aussi, c'est on peut aussi délinéariser le parcours client. Ça, c'est hyper important. C'est un autre sujet sur lequel on travaille. J'y pense parce que nous, on a fait un POC avec Amazon Echo, et finalement, donc, on lui a demandé... mais où est-ce que je peux aller, où est-ce qu'il fait beau ? Et à partir de cette première interaction-là, on va générer une conversation, et à la fin, il va vous proposer finalement les billets les moins chers pour aller, disons par exemple à Biarritz, en train. Et donc c'est un truc qu'on a démontré. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que de commencer par finalement je sais où je veux aller, ou je me fais un peu inspirer par ce qui m'est proposé un peu de manière personnalisée. Non, le client il pose une question qui n'a pas de rapport direct, et à la fin, on l'emmène sur ce sujet-là. Donc voilà, ça délinéarise, c'est-à-dire que plutôt que de partir par la destination, on part par des questions différentes. Et ça, c'est intéressant. Très bien, il nous reste une grosse minute pour conclure. Stéphane, un mot de conclusion sur AXA ? Je pense qu'on est juste au début, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évolué du web vers le mobile. Il faut continuer les efforts. Tout part de l'expérience utilisateur, tout part du besoin. Mettre à disposition les bons outils, les bons canaux pour faire en sorte que la personne soit non seulement contente d'être chez nous, mais qu'elle ait de plus en plus de touchpoints et qu'elle revienne régulièrement. Merci. François, également un mot de conclusion rapidement pour AppSmiles ? Très vite, moi je pense qu'on est en effet tout au début. Au début, on avait commencé notre boîte
en étant persuadé qu'on savait tout sur le mobile, que c'était lancé. Maintenant, on sait vraiment qu'on ne sait pas, et ça, c'est super intéressant. Je pense que le mobile restera le meilleur des gadgets pour se connecter, piloter, contacter des gens, enfin aller plus loin. Et je pense qu'il y a des tonnes de choses à faire autour de ça encore maintenant. Merci Emmanuel, un mot de conclusion pour l'équipe. Donc oui, évidemment plein de choses à faire. Il y a aussi dans les organisations, dans les entreprises, aujourd'hui le mobile, enfin nous c'est une entreprise de presse, on a dû passer au numérique, donc à l'internet, au grand écran. Là, il faut essayer de faire passer l'étape plus vite au mobile. Donc il y a aussi ces enjeux-là, mais évidemment ça évolue beaucoup, donc c'est ça qui est très intéressant. Merci. Et Benoît, aussi un mot de conclusion. Moi, je pense qu'il y a plein de nouveaux territoires à explorer, et donc ça, c'est super pour nous tous aujourd'hui. Et il y a un territoire qui est hyper intéressant, qui est le fait de connecter finalement ce mobile, qui est le premier objet connecté qu'on a déjà, avec les autres objets connectés. Nous, on fait une démarche avec IFT, si vous connaissez le sujet, et ça permet finalement, par exemple, quand j'achète un billet de train, de préparer une playlist Deezer, de programmer le fait que le chauffage se baisse dans la maison au moment où je pars et au moment où je reviens, il remonte, etc. Il y a plein de choses à faire pour faire du mobile plus qu'un simple objet de communication et transactionnel. Très bien, et d'ailleurs on aura une table ronde sur les objets connectés cet après-midi. Merci en tout cas à tous les quatre pour votre participation au MMA Forum.